Bonsoir. Je vous demande d'accueillir chaleureusement, ils vont dire enfin, une femme, Stéphanie Brunet, j'ai annoncé tout à l'heure, directrice de Défi Planète dans la Vienne, on en parlera tout à l'heure. On aurait pu avoir Hélène Rine, mais on aura Jean-Charles Rine, il est là, pour la Société Adam. Premier fabricant français de packaging en bois. On aurait pu avoir une femme, voire deux, chez la famille Gocochea, avec Terexac, je salue, qui est là, ou sa fille, qu'on avait récompensé avec un très beau prix il y a quelques années, Maïtena. Eh bien non, mais on n'y perd pas au change, puisqu'on a le papa, le mari, il arrive, c'est lui, c'est Michel. Faut-il préciser qu'ils font de magnifiques poteries au Pays Basque. Un viticulteur qui est là, qu'on salue, qui a pris beaucoup de notes, Denis Barrault. Je vais vous demander ce que vous avez pris comme notes, à moins que ce soit la liste des courses ou des choses à faire dans les vignes demain, avec les vendanges en cours. Et puis il est là, mais il n'est pas vraiment là. On va le voir arriver sur l'écran. Pourtant, il est bien chaussé normalement pour marcher, mais il est resté dans son Béarn adoré. C'est Philippe Carouchet. Philippe, bonsoir. Vas-y Charles, bonsoir. Ah, ouais, alors oui, il faudra parler les deux en même temps, parce que tout le monde ne parle pas le béarnais couramment. Ça va, Philippe? Ça va très bien, merci. Merci, c'était un petit test. On est ravis de vous avoir avec nous. Faut-il préciser, vous avez, on en parlera tout à l'heure, repris une entreprise durable de chaussures, voire de souliers de marche, parce que je crois qu'on aime bien dire souliers de marche plutôt que chaussures. Je ne sais pas ce que vous privilégierez comme sémantique. On en parlera tout à l'heure. Tous nos invités sont là. On est ravis de vous avoir. Je vais commencer par vous, même si vous me tournez un petit peu le dos, mais c'est pour mieux parler à la salle. Continuez, Jean-Charles, je vous en prie. Non, mais ce n'était pas une critique, au contraire, je préfère vous voir ainsi. J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous êtes invité en débat, vous êtes le pionnier de quelque chose. Prenez le micro devant vous. Vous n'avez pas marre d'être le pionnier? Parce qu'en plus, on vient d'entendre le général nous expliquer qu'il fallait des gens qui marchent devant et qui fixent des objectifs. Vous revendiquez ce mot pionnier? Bon, pas du tout. Alors justement, parlez-nous de ce parcours. Et je voudrais qu'on rentre concrètement, parce qu'on a 50 minutes avec vous. Ça va permettre de parler de l'entreprise. Vous avez créé une fondation actionnaire pour transmettre cette entreprise, parce qu'on va parler de transmission beaucoup, à vos salariés. Alors ça rejoint peut-être un peu l'enjeu de durabilité. C'est ça, on est à fond dedans. Qui est le thème de la soirée. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Je peux rebondir aussi un petit peu sur le discours du général que je partage pour certains points. Et je suis sûr qu'il y a des choses que vous ne partagez pas, j'en suis sûr, j'ai pris des notes aussi, allez-y. À un moment, ce qui est dit, c'est que l'avenir est toujours incertain et qu'on ne le connaît jamais. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même des éléments, notamment sur la question environnementale, qui posent question et qui remettent en question finalement les modèles qu'on opère depuis une bonne cinquantaine d'années. C'est la question néolibérale, la question d'une croissance au service d'une consommation, j'allais dire infinie, qui effectivement questionne un certain nombre de personnes aujourd'hui. Beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Allez, c'est le moment. On a joué avec le général tout à l'heure. Levez la main, les gens de l'économie sociale et solidaire. J'en ai au moins une ou deux déjà, moi. Lève pas la main. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Si, il y en a. Si, il y en a quand même. Ouais. Donc, la question de la lucrativité, finalement, des opérations et de l'entreprise, in fine, c'est quand même un sujet qui questionne. Et donc, en ce sens, effectivement, nous, on essaye de créer, avec d'autres, évidemment, on n'est pas les pionniers, on est plutôt des suiveurs dans ce cadre-là, heureusement, un modèle de transmission d'entreprise qui à la fois sanctuarise le capital, qui fait que la question de la propriété aussi devient un enjeu différent, c'est-à-dire qu'on transmet gratuitement les parts sociales de son entreprise dans une entité qui s'appelle une fondation actionnaire, ce qui permet à la fois de limiter la question de l'endettement de l'entreprise. Nous, on a connu 2 LBO successifs en 20 ans, donc on a expérimenté de très près quel était le modèle économique traditionnel qui finalement utilise un collectif d'entreprises, mais aussi un collectif plus large autour de l'entreprise pour financer une dette d'acquisition dont le profit in fine va revenir à l'acquéreur qui n'aura pas mis beaucoup d'argent. C'est mon cas. Ou c'est notre cas avec mon épouse. Donc voilà, on est aujourd'hui dans des schémas qui sont finalement assez éculés depuis 50 ans. On voit bien qu'il y a quelque chose où on sent bien, la société perçoit qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien et qui ne va pas fonctionner encore très longtemps dans ces conditions-là. C'est pour ça que la question de l'avenir et de la non-connaissance de l'avenir, je pense qu'il faut être vigilant. Tout le monde connaît la théorie du donut et les limites planétaires et le plancher social. Donc la question aujourd'hui quand même principale de l'entreprise, c'est comment on fait pour opérer dans ces limites-là d'une façon, alors peut-être pas durable. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ne doivent pas durer.
Voilà. Il y a des activités qui ne doivent pas durer et qui ne vont pas durer, mais d'une façon plus soutenable. Je pense que le terme sustainability en anglais est peut-être un petit peu plus proche de ce qu'on peut rechercher. Un petit mot sur le déclic, parce qu'on l'a entendu avec le général à l'instant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, justement, c'est un cheminement, hein, on ne va pas refaire toute l'histoire de l'entreprise, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on se dit non, je ne vais pas la vendre ou je ne vais pas la transmettre de cette façon-là? Parce que vous dites on parlait de contraintes et d'avantages, vous dites j'ai vécu cette contrainte, je me suis endetté, on transmet de la dette. C'est un cheminement voilà, qui commence par effectivement une vision de la globalisation des échanges. Hein. On a opéré aussi un peu en Chine, un peu en Roumanie, donc on a vu l'effet destructeur finalement d'une production non utile. Nous, on fabrique du packaging en bois pour l'industrie des vins et spiritueux et plutôt dans la partie premium. Donc aujourd'hui, on est très questionné en interne par rapport à cette activité même. Donc, quand je dis il y a peut-être des activités qui doivent disparaître, peut-être que la nôtre doit disparaître. Et donc ça, c'est un vrai chantier d'adaptation pour le coup, ou de transformation qu'on doit opérer. En tout cas, si on ne se pose pas ces questions-là, effectivement, on risque de disparaître, tout simplement. Donc c'est un chemin qui part d'il y a une vingtaine d'années, d'une prise de conscience dans les années 2010 qu'effectivement, les modèles environnementaux dans lesquels on évoluait commençaient à réellement poser problème, et ensuite d'essayer de trouver des voies à notre échelle, on a une PME de 80 personnes, qui permettent d'explorer d'autres chemins qui nous paraissent un petit peu plus en phase avec les problématiques effectivement qu'on rencontre aujourd'hui et que nos enfants vont rencontrer, parce que le driver qu'on a finalement aujourd'hui, c'est celui des générations qui nous accompagnent et qui vont être là demain et qui vont subir effectivement ce qu'on aura quand même mis en place depuis un certain nombre d'années. Denis Barrault, juste avec le micro que va vous transmettre Michel qui reprendra après. Viticulteur vous-même, président d'une coopérative ici dans le vignoble qu'on ne présente plus, et puis président de la coopérative agricole Nouvelle-Aquitaine, donc un modèle coopératif. Est-ce que vous comprenez, alors qu'on est terrien, qu'on est viticulteur et qu'on transmet, il a pris cet exemple-là tout à l'heure, des arrière-grands-pères, des arrière-arrière-grands-pères qui transmettaient le patrimoine, le métier. Est-ce que vous comprenez ou est-ce que ça vous met en décalage avec votre façon de penser, ce qui est en train de faire le couple? Rin, qu'on remercie de témoigner avec nous aujourd'hui. Bon, bien évidemment, je crois que tout ce qui a été dit, nous le partageons. Et enfin, monsieur, moi j'ai retenu un terme, économie sociale et solidaire, et la coopération agricole est bien évidemment un des acteurs majeurs de l'économie sociale et solidaire. Et je suis assez fier à titre personnel de faire partie de cette économie-là, qui est plutôt vertueuse dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Je pense que ça a été à la mode, puisqu'à un moment donné, ça a même été relevé par l'UNESCO, comme quoi c'était l'année de la coopération. Et donc je pense peut-être plus fort aussi, et on prend des décisions qui, quelque part, sont plus mesurées dans le monde qui bouge d'aujourd'hui, même s'il faut bien évidemment prendre des décisions pour aller là où on souhaite aller, quoi. Denis Barrault est entre nous, là, en franchise. Le modèle coopératif, il fonctionne parce qu'il y avait un but commun. On a parlé de ça, de l'intérêt personnel vers un but commun. Est-ce que c'était de l'intérêt parce qu'il fallait évoluer pour s'adapter au marché, ou est-ce qu'il y avait une force de conviction, comme on peut la trouver là? Est-ce que c'est un mix? Comment vous le définiriez? C'est un mix des deux. Enfin, j'aurais tendance à dire que dans au Cave de Rozan, on a été pionnier, puisque notre premier rapport développement durable date de 2009. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes certifiés RSE niveau exemplaire. Et enfin, les auditeurs qui nous auditent tous les 3 ans disent aujourd'hui que c'est dans notre ADN. Et quand ils interrogent et la gouvernance et également les collaborateurs. Donc c'est quelque chose dont je suis très fier. Et donc vous voyez, en 2009, on en parlait moins aujourd'hui, donc c'est quelque chose que l'on a senti peut-être avant les autres, et tant mieux, puisqu'aujourd'hui, bon, ça a été dit, toutes les contraintes qui vont venir et toutes les obligations. Donc aujourd'hui, quelque part pour nous, c'est relativement facile, même si au début, c'est pas simple d'imposer un petit peu les idées qui sont précurseurs, qui paraissent quelque part évidentes aujourd'hui, quoi. Et ces convictions, ces envies, on en parlait tout à l'heure avec Luc Servant et aussi avec Jean-François Clédel et leur collègue président, on en profite pour saluer Alain Rousset qui nous a rejoint, qui nous rejoindra tout à l'heure. Est-ce qu'elles sont mises à mal quand il y a des coups du sort? Là, le mildiou, il a fait l'actualité, c'est l'actualité de cette vendange. Est-ce que les adhérents vous disent, bon, dis donc, Denis, t'es gentil, on est passé de 200 à 400, puis à 700 hectares bio, maintenant on a le mildiou qui nous dévore la vigne. Est-ce qu'on se remet en cause avec ça? On se remet en cause par la force des choses, c'est-à-dire ça nous interpelle. Donc il faut déjà réfléchir à ce qu'on va faire l'année prochaine.
Donc on va déjà commencer par interroger nos clients parce que c'est vrai que nous avions interdit les produits CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc nos adhérents se sont adaptés. Mais déjà, il va falloir que je commence par expliquer à mes adhérents que même ceux qui ont utilisé des CMR ont également eu du mildiou. Donc ça va vous aider. Voilà. Heureusement pour eux. Donc ça se raisonne, voilà, on va réfléchir cet hiver pour notre stratégie. De toute façon, il faut avoir avant tout l'écoute client de toute manière, quoi qu'il arrive. Et donc, je pense qu'on va continuer tout au moins le plus possible de rester dans notre logique. De toute façon, sachant que le but, c'est d'avoir 0 résidu de CMR dans les bouteilles de vin. On est tous d'accord avec ça, au moins les consommateurs. On revient vers vous, parce qu'il n'y a pas que le contenu, il y a le contenant aussi qui est concerné. Avec vous, Stéphanie Brunet, on va aller dans la Vienne, je disais tout à l'heure. Alors, du tourisme, milieu rural, on est à une petite demi-heure au sud-est de Poitiers, 1h30 aller de Limoges et d'Angoulême. Donc en gros, je vais faire du tourisme et je vais provoquer forcément un impact carbone pour y aller. Je viens vous chercher, vous provoquer. Oui. Votre site, il est éco-label, il est responsabilisé. Vous avez eu le premier site en Nouvelle-Aquitaine à avoir un classement label divertissement durable. Comment on gère justement dans cette volonté de durabilité de se dire je fais du durable, mais je fais venir beaucoup de gens avec. Ils viennent pas tous à vélo, me l'avez dit, et vous m'auriez dit le contraire, je n'aurais pas cru. Non. Donc ils vont forcément avoir un impact carbone. Comment je démarre avec ce paradoxe? Alors, ce serait super s'ils venaient tous à vélo, mais c'est difficilement réalisable, parce que la grande partie de notre clientèle vient plutôt de Paris, région parisienne et le bassin. C'est du familial, c'est de l'entreprise, hein, on peut représenter rapidement le site. Donc on incite effectivement nos visiteurs à se déplacer en train pour ceux qui le peuvent, que ce soit Paris, région parisienne, on met en place des bus. Et puis, on fait aussi beaucoup de pédagogie pour ceux qui viennent avec leur véhicule. On leur propose de calculer l'empreinte carbone de leur déplacement. Et puis d'acheter, de participer à la reforestation donc dans le département de la Vienne ou dans celui des Deux-Sèvres avec un acteur local qui est créateur de forêt. Donc on essaye de faire des petites actions, on n'a pas encore toutes les solutions, mais on travaille avec le département aussi à trouver des solutions pour tous les problèmes de mobilité. Alors tous les départements au niveau de la région, en ce moment, on en parlera peut-être avec le président tout à l'heure, essayent de décarboner le tourisme. Si on prend l'exemple très concret de la coopérative de Rozan sur le vin, où on voit que le marché peut quelquefois dicter le comportement des producteurs, est-ce que c'est la même chose dans le tourisme? Est-ce que vous sentez que vos clients sont attentifs justement à cette préservation de l'environnement, à cette entreprise durable, et comment vous le mesurez? Alors, ils sont très attentifs. Ça a commencé il y a quelques années en arrière par les agences événementielles qui nous demandaient des petits livrets sur ce qu'on faisait exactement en termes de développement durable. Alors, on faisait plein de choses et on ne l'avait jamais formalisé, donc ça nous a un peu poussé à formaliser tout ça. Et puis nos clients, même la clientèle individuelle, attend vraiment plein de choses et nous sollicite au quotidien et nous donne même des fois des pistes d'amélioration, donc c'est toujours intéressant. Alors il y a des fois c'est pas réalisable. Quand on nous dit pour le petit déjeuner vous devriez prendre le lait à la ferme d'à côté, ça marche pas. Sur 130 000 visiteurs, c'est pas possible. Mais il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça aussi avec l'écoute de toutes les parties prenantes et de tous les gens qui travaillent autour de nous. Donc ça fait partie des débats du quotidien puisque c'est important de pouvoir solliciter tout le monde sur un même territoire pour trouver des solutions aussi ensemble. Ça veut dire que sur le débat qu'on avait eu tout à l'heure très rapidement avec les trois présidents, contraintes, avantages, aujourd'hui il faut mettre ces contraintes comme des avantages, c'est ce qu'on vient d'entendre aussi avec l'intervention de notre invité. Et comment on convainc justement, alors là c'est un groupe familial, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il fallait avoir un effet, comment on convainc justement d'investir, même si on sait qu'on aura un paquet de contraintes? Comment ça se décide et qu'est-ce que vous avez priorisé vous pour y arriver? Alors, on a d'abord essayé de trouver des sources d'économie, comme souvent dans les entreprises, puisque ça avait aussi des impacts très positifs. Et puis, faire de la pédagogie et voir les résultats, que ce soit avec des scolaires aussi, puisqu'on reçoit beaucoup de groupes d'enfants ou de colonies de vacances. C'était vraiment très impactant. Donc, il y a plein de bénéfices qui ne sont pas forcément financiers, mais au niveau moral et au niveau du quotidien, emmener les équipes aussi, donner du sens à leur travail, tout ça c'est vraiment quelque chose qui au quotidien nous pousse, nous challenge, et ça fait partie maintenant des stratégies d'entreprise et des politiques d'entreprise que de mettre du sens dans toutes les actions, quelles qu'elles soient.
Allez, Michel Gocoetchea, avec vous, on va venir parler de cette entreprise familiale. Vous avez repris l'entreprise de votre père dans les années 80, je ne vais pas refaire l'histoire, et puis là, vous êtes en train de la transmettre. Je salue votre épouse qui a été la directrice de l'entreprise de nombreuses années. Vous êtes en train de transmettre aux enfants. Est-ce que cette transmission, on ne va pas toujours se comparer avec ce qu'est en train de nous raconter Jean-Charles Rine et son épouse, est-ce que cette transmission, pour vous, elle était capitale? C'est-à-dire que dans la durabilité de l'entreprise familiale, il y avait forcément de la transmettre à quelqu'un de la famille? Bien, chez nous au Pays Basque, la durée. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, ils sont vraiment au Pays Basque. Je vais quand même préciser ce qu'on est. On est en Basse-Navarre, dans un petit village du Pays Basque, à peu près à 3 heures de voiture d'ici, 2 heures de pirogue, et on arrive à Ossès. C'est une entreprise de 50 employés. C'est une entreprise qu'on a repris avec mon épouse il y a 40 ans. Petit atelier. Il y avait un employé à l'époque, vous êtes modeste, vous ne voulez pas le rappeler, mais il y avait un employé. Il y en a 50 aujourd'hui. Donc on aurait pu mourir 1000 fois. Mais on a eu une vision avec mon épouse, et puis on a regardé le Mont Blanc. Alors on va y venir à la vision, parce que ça va rejoindre le discours de tout à l'heure. Dites-moi, est-ce que c'était important de transmettre aux enfants? C'est très important parce que... Pourquoi? Déjà, on a créé une activité, il y a plein de gens qui travaillent avec nous, ça fait vivre beaucoup de familles. Il y a tout un savoir-faire, parce que tous les ans on progresse. Tous les ans, depuis 40 ans, tout ce qu'on a pu progresser chez nous, toutes les techniques qu'on a fait évoluer, toutes les formations flash qu'on a fait chez nous, on a un savoir-faire et nos enfants nous ont déjà rejoints il y a plus de 15 ans, donc ils sont bien imprégnés de tout ça. Et on a envie que ça dure, quoi. C'est une belle aventure qui doit durer. Alors, juste qu'on précise quand même que le déclic chez vous, ça a été de dire on va faire de la créativité, comme d'autres marques. On en parlait tout à l'heure aussi d'une marque basque de meubles en bois qui est en train d'exploser au niveau des ventes, justement sur l'idée de la créativité. Ça a été très partagé avec votre épouse. Ça a été le déclic qui fait que vous avez signé, par exemple, vos poteries, ce qui était quand même un peu prétentieux à l'époque, et qu'aujourd'hui, c'est une signature. Ça s'est inscrit dans la durée, et aujourd'hui, vous êtes en train de le transmettre au même nom. Ça fait partie de la stratégie. Ah. Quand je vous ai dit qu'on pouvait mourir 1000 fois, comment réussir à vivre dans ce monde moderne où les produits arrivent de pleine industrie, il fallait réussir à faire sa place. Nous, on a commencé sur un marché national. On commence à distribuer nos produits jardin dans les centres de jardin. Il fallait donner à l'acheteur la possibilité d'avoir un produit intéressant avec différent des autres. On n'a fait que ça, nous. On s'est différencié des autres. Comme au rugby où j'ai joué longtemps, j'ai plutôt cherché l'évitement que l'affrontement. Et ça nous a servi parce qu'on a développé un design. On a eu l'idée de signer nos pots. On a été les premiers, la poterie signée. Ça nous a bien aidé, ça nous a bien identifié. Heureusement, parce que dans les années 2000, quand les frontières se sont ouvertes et que le flux, le tsunami de produits d'Asie sont arrivés, et bien là-dedans, on a eu 10 années, on était comme Napoléon, on ne voyait pas ce qu'il fallait faire, mais on essayait de s'adapter tous les jours. On a beaucoup bougé sur le terrain. On a été voir les clients, on a été voir ce qui se passait, ce que voulaient les clients, comment réagissaient à nos créations. Et puis, on a fait tout un travail d'accompagnement de nos revendeurs. On a réussi. Et il y a 15 ans, on s'est créé aussi un moyen de s'exprimer avec nos boutiques et la boutique de la manufacture. Et là, on interprète ce qu'on a en nous. Autant on a toute une gamme qu'on a développée pour le marché national et un petit peu européen, qui marche très bien. Mais chaque création, c'est vraiment très précis pour trouver la bonne création qui marchera à grande échelle, tandis que les deux autres endroits, là on s'exprime et les gens suivent. Et c'est ce que mes enfants, c'est ça qu'ils ont envie de perpétuer parce qu'ils s'éclatent. Et nos gars aussi chez nous, c'est l'œil. Toutes les créations, tout le monde a un œil. Et c'est ce qui est en train de se réaliser dans les présentations qu'on fait chez nous. Alors, vous les appelez avec beaucoup je sens, de sensibilité, vos gars. Je ne sais pas si Alain Rousset parle avant que je fasse la deuxième partie sur les ressources humaines ou si je continue. On se donne en 10 minutes. Merci, on va continuer. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Souci RH, aujourd'hui, on va continuer avec vous, si vous voulez bien, sur cet exemple. Michel, est-ce que c'est un problème de fidéliser justement ces salariés ou est-ce que, comme vous les avez formés et qu'ils ont un savoir-faire particulier, est-ce que de toute façon, ils sont, dans le bon sens du terme, liés à l'entreprise? Et on va partir après avec vous, Jean-Charles. Oui, comme on dit en français, le turnover chez nous, il n'est pas très élevé, quoi. Turnover. C'est-à-dire que nous, c'est fidèle. On a une équipe, des gens qui sont là depuis longtemps, ils ont fait leur carrière. J'en ai certains qui étaient les fils des gens qui travaillaient avec mon père, imaginez un peu. Ils prennent en charge les nouveaux qui arrivent. On a plein de gens de nouveaux qui arrivent avec toutes leurs compétences.
nous, on fidélise et puis dans l'entreprise, on est avec eux, on est dedans. Vous arrivez chez nous, vous voyez un type avec un tablier, vous ne savez pas si c'est le patron, si c'est un gars, mais tout le monde a de l'éloquence, tout le monde parle, tout le monde a l'air éveillé, content. Voilà, c'est un peu la marque de chez nous. Et donc, on n'a aucun problème pour garder les gars parce qu'il y a le fait qu'on vit dans le pays où on est, avec une culture forte, un attachement à la terre. Les gens qui travaillent chez nous, ils vivent à 10 minutes autour de l'entreprise. On vit en zone rurale. Et tout ce qui bouge, on l'aide, on essaie de participer avec. Vous allez faire rêver quelques chefs d'entreprise dans la salle qui ont tous des soucis, eux, de turnover. Jean-Charles, je voudrais bien que vous réagissiez justement sur cette fidélisation RH dans une entreprise durable. Comment ça se passe? Et puis, la réaction des salariés quand vous annoncez que vous confiez des clés, peut-être demain, de cette entreprise aux salariés. Ce n'est pas forcément un cadeau empoisonné, quelquefois? Alors, on n'a pas réussi à ça, malheureusement. Vous m'entendez? Oui. Le rêve qu'on avait après le deuxième LBO en 2009, c'était effectivement une transmission gratuite de l'entreprise vers ses salariés, ce qui n'occulte pas toutes les problématiques de gouvernance qu'on connaît aussi dans les scopes ou autres. Sauf qu'aujourd'hui en France, techniquement, juridiquement, fiscalement, c'est pas possible. Je peux donner mes lunettes à mes salariés, mais je peux pas donner mon entreprise. Par contre, je peux la céder, prendre du cash et me barrer aux Seychelles avec ma femme. Ça pose pas de problème. Donc et c'est une particularité française. Donc on a quand même un souci que le pouvoir politique devrait essayer de régler. Message est passé à Alain Rousset. Voilà. Juste pour être précis, je crois que vous ne pouvez pas donner plus de 75% de l'entreprise. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas faire de transmission gratuite à vos salariés. C'est ça, il faut moins 25%. Minima, vous la valorisez sur la base de vos fonds propres et du coup, elle est valorisée, cédée et vous prenez de l'argent et vos salariés payent ou la banque paye. Donc on a abandonné effectivement cette idée pour trouver un outil qui effectivement s'est assoupli depuis la loi Pacte, qui est l'ancienne, qui existe toujours d'ailleurs, Fondation reconnue d'utilité publique, ça c'est le modèle Pierre Fabre. Et la nature aussi, non? Alors Léa Nature, du coup, est dans le même modèle que nous, c'est-à-dire le modèle de fondation actionnaire qui permet d'apporter gratuitement ses parts sociales dans l'entreprise, mais les salariés ne sont pas actionnaires de l'entreprise. Ils peuvent l'être sur la société d'exploitation. Donc c'est une dépossession de son capital en faveur d'un fonds de dotation actionnaire qui doit mener en contrepartie une politique d'intérêt général. Donc on est dans des logiques, pour ça je faisais un peu appel à l'ESS, même si c'est des modèles différents, de redistribution, de partage de la valeur un peu plus systémique. C'est-à-dire que la question du partage de la valeur vers les salariés, ça c'est un sujet qu'on a réglé, on l'a réglé collectivement. Donc aujourd'hui, le résultat d'Adam à 30%, il est consacré à la part variable des salariés. Chez Maca, il était encore une fois validé collectivement. Et le reste, il reste dans l'entreprise. De toute façon, il n'y a pas de dividende versé à l'actionnaire. Vous avez deux façons principales de rémunérer votre capital, le dividende versé à l'actionnaire et la plus-value de cession. Donc ça, nous, on a réglé ce problème-là et on n'a plus de soucis. Pour revenir sur la question RH, on est, comme vous, dans le secteur manufacturier, de l'industrie traditionnelle. C'est le secteur qui pose le plus de problèmes, malheureusement, en France, alors qu'il est porteur de Je ne suis pas sûr que votre voisine n'ait pas moins de problèmes avec un secteur différent. Ouais. Mais allez-y, Jean-Charles. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais le manufacturier traditionnel, c'est quand même compliqué. Et il y a de la pénibilité dans les emplois. Donc c'est évident que s'il n'y a pas un minimum de salaire, un minimum de sens et un maximum d'écoute, et là je rejoins un petit peu ce que vous disiez, mon général, sur la cohésion d'équipe, et sur la capacité à bâtir un projet ensemble. Et la réalité aujourd'hui du monde qui nous entoure, c'est que les éléments qu'on a véhiculés dans l'économie traditionnelle depuis 40 ans ne suffisent manifestement plus à bâtir un projet collectif. Et quand j'entends projet collectif, et ça je pense que c'est extrêmement important, c'est un projet aussi qui doit se bâtir avec les gens qui sont autour de l'entreprise. Le territoire. Notamment votre territoire. Ouais. Allez, asseyez-vous, Stéphanie, juste sur ce mot, entreprise durable aujourd'hui, un atout ou pas pour aller justement fidéliser, au moins recruter, que ce soit des jeunes ou pas, des salariés, et comment on l'utilise par rapport à ceux qui aujourd'hui, oui, on a des questions, comment je peux savoir comment j'avance, quelle formation, etc. Vous êtes dedans, est-ce qu'aujourd'hui vous dites, au moins sur l'embauche, ça me sert? C'est un atout et c'est essentiel puisque on voit que les générations actuelles ont besoin d'avoir un sens dans ce qu'ils font et dans ce qu'on va leur donner dans les années à venir et ils vont construire nos entreprises. Donc on n'a pas le choix, il faut y aller. Et ils nous apportent plein de bonnes idées. Alors il y en a qui sont difficilement réalisables aussi, mais c'est important qu'ils puissent contribuer à l'entreprise de demain.
Vous allez parler comme Napoléon, vous construisez avec les rêves des salariés, c'est ça? C'est ça. Alors, plus précisément, vous avez beaucoup de particularités. Vous êtes, j'ai envie de dire, c'est pas péjoratif, sur des niches, des métiers particuliers les uns les autres. Alors, peut-être que vous ne serez peut-être pas d'accord avec cette analyse, Denis, mais en tout cas, vous avez quand même des métiers particuliers et surtout, vous avez une particularité, vous êtes en milieu rural, là, tous les deux. Moi, j'aimerais savoir justement comment vous pouvez aujourd'hui mieux travailler, ce que vient de dire Jean-Charles Rine, avec le territoire et comment on est un acteur du territoire pour être entreprise durable au service ou pas du territoire sans forcément aller chercher le lait pour tous les autres à la ferme d'à côté. Mais quelle forme ça prend et comment je m'inscris dans mon territoire comme entreprise durable? C'est déjà effectivement aller rencontrer les acteurs, que ce soit en local, hein, la mairie, la communauté de communes, les acteurs tourisme du département, la CCI qui nous a beaucoup aidés aussi. Puisqu'il y a des gens qui sont spécialistes sur plein de choses dans toutes ces entités. Et c'est avec eux qu'on arrive à construire. Après, on a un syndicat national dans le tourisme qui s'appelle le SNELAC, qui met en place aussi tout un tas de commissions de travail. C'est lui qui vous a d'ailleurs donné un label? Tout à fait, avec lequel on a créé un label divertissement durable. La région, enfin c'est vraiment toutes les entités déjà en local qui nous aident aussi à se construire. C'est un partage de bonnes pratiques. Et à chaque fois qu'on a une problématique, on se dit à qui on va s'adresser, avec qui je peux en parler, et ensemble on arrive à trouver des solutions. Denis Barrault, vous êtes vraiment acteur du territoire, vous le dessinez même le territoire, c'est pas caricatural, au contraire, hein, vous l'entretenez ce paysage. Comment justement on est plus durable? Alors on sait déjà qu'il y a ce que vous avez expliqué tout à l'heure sur les produits phyto, mais peut-être d'autres actions que vous menez qui fait qu'aujourd'hui l'entreprise durable est plus en phase avec son territoire. Le territoire, c'est le maître mot pour nous, puisque nos adhérents sont inscrits dans un territoire et l'agriculture, ce n'est pas délocalisable. Donc déjà, on doit s'inscrire dans ce territoire avec toutes les parties prenantes. Et dans nos démarches RSE, on se doit et on s'oblige à travailler au maximum avec le territoire le plus proche possible. Voilà, parce que ça, quelque part, c'est ça l'idée aussi. Donc les achats pour nous doivent se faire sur le territoire et donc 90% de tous nos achats se font en Gironde et je ne saurais pas exactement mais le plus proche possible bien évidemment et pour nous c'est important et par rapport à toutes nos démarches. Alors on a vu tout à l'heure fallait faire et faire savoir. Est-ce que vous le faites savoir plus qu'avant et est-ce que vous êtes encore plus attentif justement à cette image d'entreprise du territoire qui travaille avec son territoire? Faire savoir à un moment donné, il y a des labels pour ça, donc engagé RSE, mais là on est plus en B2B et en B2C c'est plutôt Vigneron Engagé qui est aujourd'hui un label qui commence à être de plus en plus connu après l'agriculture biologique. Voilà, donc on est à fond là-dedans. On a d'autres labels aussi, on a parlé de HVE, mais bon, pour chaque marché, il faut essayer de trouver le label qui va bien. Mais ce que je voudrais, puisque la question peut se poser aussi, c'est pourquoi on a mis en place tout ça, parce qu'on y croyait, c'est sûr, et pourquoi quelque part on est heureux de le faire, et moi personnellement, je m'en félicite quasiment tous les jours. Parce qu'au niveau économique, parce que dans le durable, il y a l'économique, le social, le sociétal et l'environnemental, mais je dirais l'économie avant tout. Donc on doit faire vivre nos adhérents et donc il faut vendre au maximum et le plus cher possible. Et c'est vrai que cette démarche RSE nous a permis de gagner quelque part de marché, quoi. Avant de rejoindre Philippe Carrouchet qui se languit, une question quand même si ce n'est pas crier victoire, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette crise qui touche les vins du Bordelais, entre autres, est-ce que le milieu coopératif s'en sort mieux ou pareil? C'est difficile à répondre parce que toutes les entreprises sont uniques. Tout le monde souffre en ce moment, donc la coopération, il y a des coopératives qui souffrent. Et je vais rester modeste, mais je dirais qu'on va peut-être moins mal que certains aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi du terme, mais c'est difficile de trouver de l'optimisme aujourd'hui. On va garder le moins mal. Bon, Philippe Carrouchet ne vous a pas oublié. On voit vos très beaux souliers ou chaussures. Vous allez nous dire quelle sémantique vous préférez derrière vous. Moi, j'avais une question parce qu'on parle beaucoup de local, développement durable. Vous étiez à Singapour avant de décider de racheter cette entreprise. Il faut que vous nous expliquiez. Là, ils sont accrochés à vos lèvres par visio interposée. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on plante tout pour acheter une fabrique de chaussures qui vend 200 paires de chaussures à l'époque par an? D'abord, on rencontre la bonne personne, en l'occurrence mon associé qui s'appelle Stéphane et qui est basque. Oui. Donc les Béarnais et les Basques peuvent travailler ensemble. Ensuite, on rencontre une société qui s'arrêtait. Et quand on rentre de quelques années un peu loin de chez soi, on a forcément
en tout cas chez nous, dans notre culture, comme disait M. Goicoechea, l'envie de faire quelque chose pour les gens d'autres villages, pour les gens qui vous entourent. Donc ça, c'est la motivation vraiment d'origine pour Stéphane et pour moi-même, que de vouloir relever ce petit challenge qui consistait à reprendre une entreprise qui s'arrêtait, centenaire ou presque centenaire, mais qui s'arrêtait faute de repreneurs, tout simplement. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il fallait une stratégie, et surtout dans les entreprises durables. Vous, il y avait une vraie stratégie, c'était de dire, je vais continuer à faire ce qu'il faisait, mais je vais l'adapter. Et dans durable, chez vous, il y a durée, c'est-à-dire que vous faites des chaussures, alors c'est le paradoxe, pour en vendre le moins possible dans la vie d'une personne. C'est un peu le concept. On pose une seule question à nos clients quand ils viennent nous voir, c'est que voulez-vous faire de vos chaussures aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, sachant qu'on va les aider à les entretenir, à les réparer, etc. etc. Et ça, c'est vrai pour nos clients. Et pour rejoindre ce qui a été dit sur les RH précédemment, ça doit être vrai pour nos salariés aussi. On ne peut pas se permettre, on n'a pas les moyens financiers de payer les gens aussi bien que les grandes sociétés de la chaussure de la mode, hein, les Hermès, les Berluti ou les Paraboot. Donc, il faut qu'on utilise d'autres moyens. Ces moyens, ce sont les réseaux locaux. On travaille beaucoup avec les entreprises EPV ou non, entreprises du patrimoine vivant ou non, du Pays Basque, du Béarn, dans tout un tas de collaborations. Et on partage ça on essaie de partager cette vision avec nos équipes. Alors, on passe du temps, on appelle ça des réunions pizza. On passe du temps à expliquer. Vous appelez ça comment, pardon, Philippe? Vous appelez ça comment? Les réunions pizza. D'accord. On se met autour d'un petit groupe de pizza avec à la cantine, tout simplement. On ferme l'atelier et on discute de ce qu'on est en train de faire, comment on va chercher les prochains financements, comment on va essayer d'ouvrir une boutique à Paris. Et tout le monde a un droit et un devoir de participer à ça si on veut l'intéresser à la vie et donc à son futur dans l'entreprise. Est-ce que depuis 2016 et la date du rachat, vous avez l'impression que vous passez un peu moins pour le fou furieux, et je prends ce mot parce que vous l'avez cité, qu'on s'est parlé, que vous aviez donné l'impression d'être en reprenant cette entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, à l'image de ce que disait Jean-Charles Rine, qui a toujours eu un peu cette image, même s'il ne la revendique pas, de pionnier, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui vous êtes un peu moins seul? Un peu moins seul, oui, parce qu'on commence à être un petit peu visible, donc ça c'est bien. Hein. Je vous rappelle les principes, à nous, pas d'agence de com, on n'a juste pas les moyens. Donc que du bouche à oreille, que des passionnés. On va chercher nos clients au salon de la viticulture, au salon de la moto, au salon des bêtes à cornes à Clermont-Ferrand. Donc il faut qu'on rencontre des passionnés, et évidemment des passionnés de chaussures dans les grands centres urbains. Donc on est un peu moins, effectivement, on passe un peu moins pour des fous furieux. La vraie appellation de la présidente de notre fédération, une dame très très sympa, parce qu'en plus on a des concurrents très très bienveillants à notre rencontre, c'est nous sommes les tic et tac de la chaussure. En gros, on a tout fait à l'envers. Mais bon, ça marche. Ça a marché, il l'a fait à l'envers, il est modeste. J'aimerais qu'on revienne sur ce qu'il vient de dire, sur justement cette transmission du savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, chez vous, le Basque et voisin du Béarnais qui vient de parler, cette transmission, vous êtes serein, puisqu'on a parlé tout à l'heure de concurrence, de nouveaux produits. Est-ce que vous vous dites, ou est-ce que c'est plus votre problème, et ce sera les enfants qui vont faire leur stratégie, est-ce qu'il y a de la recherche et du développement, ou est-ce qu'on s'inscrit dans l'existant? Ah oui, nous, on est beaucoup dans la recherche, c'est sans arrêt. D'ailleurs, j'imagine un peu notre façon de le faire, c'est une cocotte minute. Quand il n'y a pas le couvercle, il faut la mettre. Il y a aussi des réunions pizza pour les poteries, c'est ça? Oui, pizza, ouais, fromage de brebis avec un peu de roulegui. Mais ce que je tenais à dire, c'est juste que j'ai beaucoup apprécié la présentation du général, parce qu'avec le vécu que j'ai, ce qu'il nous a dit, les futurs chefs d'entreprise, même les existants, je pense qu'ils vont gagner beaucoup d'années s'ils comprennent ce qui a été dit. Et je trouve que c'est très important pour le développement d'une entreprise. Je tenais à le dire. Voilà. Merci pour lui. Il reviendra tout à l'heure répondre à des questions. Précisez, R&D, excusez-moi, recherche-développement, ouais. Aujourd'hui, sans dévoiler de secret, ça porte sur quoi? On s'adapte à quoi faut répondre? Alors, toujours en étant entreprise durable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va plus faire et qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Alors nous, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est sur des nouvelles gammes. On a beaucoup travaillé sur la jarre à vin, notamment. On a commencé il y a 10 ans, des jarres de 400 litres pour élever le vin. Bon, on a travaillé avec une
catégorie professionnelle que j'adore, c'est les vignerons, parce que c'est des artistes. Donc, ils sont tous dans le détail, dans la recherche. Et ensuite, on développe des gammes d'exception pour les architectes. Alors là, on a beaucoup de demandes pour des projets hôteliers un peu partout. Et beaucoup on en voit passer à l'écran pendant que vous parlez. Voilà. Et ça nous fait des recherches de forme, parce qu'en céramique, chaque forme, c'est un monde. Et donc, vous avez remarqué un peu chez nous, le symbole, c'est la sensualité. On travaille beaucoup sur les galbes, sur les courbes, mais on travaille sur le compliqué, sur le difficile. Ce n'est pas ni la machine ni la terre qui doit avoir raison, c'est nous. Donc on essaie d'avoir ce que l'esthétique, ce qu'on recherche en esthétique. Et ensuite, on a fait des progrès énormes au niveau des cuissons. Alors, autant notre travail est artisanal que nos matériels de cuisson, c'est des Airbus. Avec le travail de mon fils qui est revenu de ses études de céramique industrielle, il nous a fait beaucoup progresser au niveau de la technologie, de l'efficacité dans le travail, aussi dans la pénibilité, parce qu'il faut dire que quand vous avez des pièces de 100 kg, qu'il faut enfourner, défourner, que le gars travaille en série pendant tous les jours de la semaine, il faut beaucoup penser au travail des équipes et au niveau du commercial aussi, parce qu'on est présent aussi sur les marchés. Et donc, on est toujours à la recherche de technologies pour répondre aux demandes, parce qu'on a beaucoup de demandes malgré tout. Des choses, on ne répond pas à tout, mais ça nous donne des idées sur vers où devraient aller nos futures créations. Denis Barrault, on parle des contenants. Alors là, évidemment, ça ferait beaucoup pour mettre du vin. Vous avez beaucoup bossé sur les bouteilles, sur les bouchons, en tant qu'entreprise durable. On part de quoi et on fixe quoi comme objectif? Est-ce qu'aujourd'hui vous y êtes ou est-ce qu'on travaille encore à alléger, à sourcer des produits différents? On peut rappeler ce qui a été fait peut-être. Hein. Oui, non. Enfin, nous, notre démarche, c'est les achats éco-responsables, tout simplement. Donc, bon, il s'avère que dans l'éco-responsabilité, les bouteilles allégées en font partie. Donc, c'est une source d'économie. Et quelque part, on s'en félicite, mais ça a des limites aussi. Parce que, bon, nous devons quand même de mettre en bouteille dans des bouteilles qui tiennent la route. Enfin, je vais être un petit peu caricatural. Donc, on ne sera jamais dans les bouteilles les moins chères, les plus allégées possibles. Donc, ça c'est une évidence. On travaille bien sûr sur les bouchons, voilà, donc, mais toujours dans une démarche éco-responsable. Sur les cartons, c'est systématiquement du carton recyclé aujourd'hui. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça que c'est obligatoirement les achats les moins chers. Voilà, surtout parce que j'ai dit on se fournissait en local, donc le moins cher c'est souvent en Chine ou ailleurs, donc on s'est interdit d'aller chercher le moins cher obligatoirement. Quitte à ce que le produit fini soit plus cher. Voilà, mais bon, de toute façon, il faut être adapté au marché de toute manière, quoi qu'il arrive. Bon, après, tout ça, c'est raisonné, bien évidemment, quoi. Un petit mot, si vous voulez bien, pour que vous ayez le micro. Denis, j'aimerais qu'on conclue avant que le président Rousset vienne ici faire la conclusion avec nous. Pour cette assemblée, pour ceux qui nous suivent, et puis on finira avec Philippe chez vous en Béarn, un conseil, un seul, si vous aviez un ami ou quelqu'un à qui vous donniez un conseil sur la durabilité de l'entreprise, une chose à ne pas faire, une erreur que vous avez faite, et un truc à faire rapidement. Les erreurs, on doit toujours en faire, mais je pense qu'il faut... Vous conseillez d'en faire. Mais si vous pouvez leur inviter une ou deux, ils vont être contents quand même. Il faut être persuadé du bienfait de la démarche. J'aurais tendance à dire, c'est ça donc le conseil. Réunir les hommes derrière soi et les emmener vers l'objectif. Aujourd'hui, on a parlé qu'en 2025, il allait y avoir des obligations. Anticipons les obligations, tout simplement. Okay. Écoutons la société et les demandes sociétales, parce qu'un jour, elles s'imposeront à nous. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Michel, une erreur à ne pas reproduire et quelque chose à mettre tout de suite dans sa liste à faire? Mais peut-être de foncer, et au moment où il faut s'adapter, continuer à foncer. C'est-à-dire, c'est sans arrêt qu'on s'adapte. C'est vrai qu'on a un projet, une vision, mais c'est possible qu'à un moment donné, ce n'est pas comme on le souhaite que ça se présente, mais pas essayer de passer en force. Il me semble que l'univers nous donne des chemins, il suffit de les regarder. Et c'est l'impression que j'ai avec mon petit vécu, c'est que j'ai eu cette chance, avec mon épouse aussi, on a eu des signes, on a dit, va plutôt vers là. Ce n'est pas toujours là où tu veux aller, c'est là où tu dois aller que tu vas passer.
On va en parler tout à l'heure. C'est la technique de l'évitement dont vous parlez. On finira avec Stéphanie. Je voudrais que Jean-Charles nous réponde, puisqu'il y a une expérience forte en ce moment. L'erreur à ne pas faire, celle qui vous a coûté peut-être le plus qu'on peut éviter aux copains. Et puis le bon conseil, on va aller au Béarn et on finit avec vous dans la Vienne. C'est des questions de journalistes. Ça. Ah ben oui, du pratique. On avait dit du pratique ce soir. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est d'avoir une vision court-termiste uniquement orientée sur le volet économique, en gros le profit. Le conseil, c'est du coup essayer de faire ce qu'a écrit de temps en temps le général, c'est éventuellement essayer d'avoir une vision. Alors moi, je suis pas du tout clair par rapport à tout ça. Voilà, mais en tout cas, je pense que la clé de la vie d'une entreprise, alors nous, on est aussi EPV, on existe depuis 1880. Alors j'allais dire, faut pas durer pour durer, mais néanmoins, on est là depuis 140 ans. Donc bon, on prend comme ça. C'est la capacité à se remettre en question, voilà, à la fois pour soi et pour ses équipes et les gens qui vous entourent. Je pense que en PME, aujourd'hui, on n'avance pas si on n'est pas capable de se remettre en question de façon permanente. Philippe Carrouchet, il faut se remettre en question. Allez, une erreur que vous avez faite entre nous, et puis un conseil. Des erreurs, je crois qu'on en a fait tous les jours depuis 7 ans, donc c'est difficile d'être dans ce sortie rude. Non, le seul conseil, c'est entourez-vous. Nous, encore une fois, on a la chance d'avoir une vraie densité de gens bienveillants autour de nous, des PME, dans nos métiers ou dans des métiers complètement différents. On passe son temps à solliciter nos copains EPV ou pas EPV, qui fassent des pièces détachées pour Safran ou qui fassent du métier d'art, pour savoir comment ils font. Et donc, à partir de là, il faut être curieux. Il ne faut pas penser que le boss, entre guillemets, bien sûr qu'il a une vision, mais il n'a pas toutes les réponses. Et les réponses, elles vont se trouver en discutant avec ses salariés, en discutant avec ses petits copains qui font d'autres choses dans son territoire, et essayer d'absorber tout ce qui a été fait de bien par les copains, quoi. Philippe, est-ce que vous avez regretté un jour depuis cette reprise votre acte d'achat avec votre copain Stéphane ? Bien sûr, tout à fait. Il y a des jours où on se dit comment je vais payer l'URSSAF. Je regrette un peu de m'être mis dans cette situation, mais ça c'est normal. Mais sur le global, évidemment que non. Merci beaucoup. Allez Stéphanie, on va conclure avec vous avec ces deux petites questions. Si on pouvait donner du pratique, l'erreur que vous avez faite et que vous allez bien transmettre en disant ça, il ne faut pas le faire, et puis le bon conseil, et puis on va accueillir Alain Rousset. Alors l'erreur à ne pas faire, c'est de penser qu'on va y arriver tout seul, puisque tout seul on n'est rien. C'est vraiment s'entourer, les collaborateurs, toutes les parties prenantes, le territoire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, mais c'est la clé du succès. Et surtout, croire qu'on peut y arriver, puisque beaucoup de gens disent « mais la RSE, c'est pas possible, c'est trop dur, on va jamais y arriver ». Mais quand on s'y met, on commence par une chose, et puis petit à petit, il y en a d'autres, et puis on en confie à des collaborateurs, ou les collaborateurs eux-mêmes disent « ah oui, mais ça c'est super, je vais m'en charger ». Et puis au fur et à mesure des années, alors effectivement, tout se fait pas en un jour, mais il faut prendre le temps, et c'est comme ça qu'on y arrive. Une petite provocation quand même, on a l'impression que les chefs d'entreprise n'avaient pas toujours le temps, et c'est plusieurs fois que vous nous dites prenez le temps, c'est ce que vous a dit votre voisin aussi. Oui. Et là, ça va être quand même la réponse, c'est vous êtes gentil, mais nous on n'a pas le temps. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Vous dites ce soir prenez le temps si vous êtes entreprise durable. Mais quand tout le monde met la main à la pâte, forcément on divise la charge de travail, et chacun en prenant un bout, les choses arrivent à se faire beaucoup plus facilement. Ça ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne, mais il faut vraiment partager. Eh ben, on va partager un moment avec le président de la région. Ce que je vous propose, c'est qu'on tient nos promesses. Il y a un moment d'échange, questions-réponses. Soit Alain Rousset nous rejoint avec les 3 présidents maintenant, soit on fait le question-réponse. Allez, on les accueille, ils nous rejoignent. Je vous propose que vous reveniez après, tout à l'heure. Oui, on peut les applaudir. On remercie Philippe Carrouchet depuis la commune de Naï. Allez, messieurs,